Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Valentine Meunier et je suis doctorante en 2e année à l'IRD. Donc, je travaille sur la nutrition azotée des coraux. Et ce soir, je vais vous présenter les actions qui ont été menées pendant et suite à l'épisode de blanchissement massif qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie en 2016. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un rapide rappel sur le phénomène du blanchissement corallien. Donc, il faut savoir qu'un récif en bonne santé contient des coraux qui ont à l'intérieur de leur tissu des microalgues que l'on appelle zooxanthelles. Et ces zooxanthelles, elles contribuent au budget énergétique du corail, donc de l'animal. Donc, il y a un échange de nutriments entre les deux. Et elles donnent également la coloration au tissu de l'hôte animal. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photo, on a donc le tissu animal avec le polype, le trou qui représente la bouche et une couronne de tentacules. Et en bas, la photo représente donc ces fameuses zooxanthelles qui font entre 5 microns à 10 microns. Et malheureusement, cette symbiose peut être perturbée par des conditions environnementales variables. Et donc, notamment, comme on le sait classiquement, l'augmentation de la température des océans, un rayonnement en UV trop important ou également une augmentation de la puissance et de la fréquence de certaines intempéries qui font qu'il peut y avoir une pollution de l'eau ou une turbidité plus importante. Donc, face à ces stress environnementaux, le corail va expulser les zooxanthelles. Et donc, ce que l'on va voir, comme vous pouvez l'observer sur la photo du bas, on va avoir des coraux qui sont dépourvus de leur coloration. Et le squelette va apparaître par transparence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corail blanchi n'est pas forcément mort. Et par contre, si le stress perdure et dure plusieurs semaines à plusieurs mois, là, le phénomène peut être irréversible et on va avoir des récifs complètement morts. Et les squelettes peuvent être alors colonisés par des algues ou par d'autres organismes benthiques. Voilà. Donc, ce qui a été observé en 2016, donc c'est suite au phénomène El Niño en 2015-2016, on s'attendait à avoir en fait un refroidissement des eaux calédoniennes qui se situent du coup dans le Pacifique Sud-Ouest, et à contrario, on a eu un réchauffement de ces eaux-là, donc avec un enregistrement record de plus de 2 degrés en comparaison avec la moyenne interannuelle. Et ce qui fait que les coraux ont baigné dans des eaux comprises entre 27 et 31 degrés. Donc on a les données de surface de température des eaux qui ont été mises en disponibilité et sur le site de la NOAA. Et voilà, donc on a eu un record sur ces températures-là. Et de janvier à mai 2016, mais avec des eaux plus chaudes en février 2016. Et à cette période-là, on a également observé une couverture nuageuse extrêmement faible, ce qui a donné lieu à une augmentation de 10 à 20% de la réception des UV. Donc, ce qui n'a pas aidé pour les récifs coralliens. Donc, on a eu un indice de blanchissement très fort en Nouvelle-Calédonie, dû à cet ensemble de phénomènes. Et ce qui a été mis en place, donc on a observé les premiers symptômes du blanchissement en février 2016, et rapidement il y a eu une étude exploratoire qui a été menée, donc notamment avec plusieurs acteurs, notamment l'IRD, qui a mis en place le projet Blanco, et porté par Claude Perry, Fanny Hulbrecht et Francesca Benzoni. Il y a également eu la participation de l'association Paladalic, et également la participation d'opérateurs privés tels que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'UNC et la province Sud, et des opérateurs privés tels que Biocénose Marine, Cortex ou Ginger Soproner. Et on a eu une documentation de ce phénomène via 336 observations géoréférencées autour de la Grande Terre, des îles Loyauté, de l'île des Pins et des récifs d'Entrecasteaux. Et les données ont été collectées grâce à des plongées directement et à des survols aériens des récifs. Donc, comme vous pouvez le voir en haut, les 2 photographies avant-après le phénomène de blanchissement. Donc, c'est assez probant. Et au total, on a un blanchissement qui a été signalé pour 87% des sites évalués. Donc, ce qui est quand même énorme.
Donc là, cette carte représente les observations qui ont été faites entre février et avril 2016. Donc comme vous pouvez le voir, on a les étoiles noires qui représentent un blanchissement absent, donc des coraux en bonne santé, et des étoiles blanches qui signalent un blanchissement observé. Et donc pour résumer, je vous ai pas mis les chiffres ici, mais pour résumer, on a observé dans plus de 90% des récifs frangins et lagonaires un blanchissement. 80% des récifs juxtaposés aux îlots ont blanchi également, et 30 et 16% respectivement aux barrières internes et externes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu la mise en place du protocole Blanco par l'IRD. Et en fait, il y a eu 4 sites d'études qui ont été étudiés pendant un an, donc de février 2016 à février 2017. Et ces 4 sites d'études, donc ils regroupaient la baie des Citrons, l'îlot Canard, l'îlot Amédée et la passe de Witoé. Et donc, sur ces 4 sites, il y a eu 16 transects permanents qui ont été étudiés, avec plus de 2200 colonies identifiées et suivies. Et ensuite, un suivi mensuel, donc des colonies observées, donc avec des photos pour voir l'évolution du recouvrement corallien, l'étude de l'efficacité photosynthétique, ensuite une observation de la coloration et de la vitalité des récifs, et une mesure de la concentration en chlorophylle et de la densité en microalgues présentes à l'intérieur des tissus. Donc pour ce qui est des changements observés concrètement, on va avoir... on a eu, par exemple, à la baie des Citrons, qui n'est pas représentée ici, on a eu un fort impact sur les acroporas, qui sont une espèce branchue et qui sont beaucoup plus sensibles aux variations des effets des changements climatiques. Et à l'îlot Canard, on a aussi cette tendance-là, avec, comme vous pouvez le voir, les genres Acropora, Stylophora et Pocillopora, qui sont également des espèces branchues et qui ont été significativement affectées par le phénomène de blanchissement en février, avec notamment 60% de recouvrement par Stylophora en moins, donc 60% qui ont blanchi. Et donc ensuite, on a observé du coup face à ces résultats-là qu'on a vraiment une plus d'affect sur les coraux blanchus, et à contrario, pour le genre Porites, on n'a vraiment aucun changement dans l'année pour ce qui est de blanchissement. Donc on peut se dire que les coraux massifs, donc comme la patate de Porites qu'on observe là, ont beaucoup moins de sensibilité au réchauffement des eaux. Donc voilà, donc comme je vous le dis, il y a les espèces losers et les espèces winners. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, là on vous représente un plongeur qui est en train de mesurer l'efficacité photosynthétique à l'intérieur des colonies coralliennes. Donc en fait c'est notamment grâce à cet outil qu'on a pu voir l'état de santé pendant un an. Et en fait cet outil, c'est une fibre optique qu'on peut appliquer sur la surface du corail, et il va nous donner directement l'état de santé de cette colonie-là. En fait, c'est comme un stéthoscope. On va vraiment, grâce à une pulsion lumineuse, on va avoir en retour la réponse du photosystème présent dans les microalgues du corail, et ça va nous dire si le photosystème est fonctionnel ou pas. Donc, pour ce qui est des résultats, comme vous pouvez le voir sur la figure du bas, si le corail est en bonne santé, on va avoir une valeur qui est supérieure à 0,4, tandis que si le corail est en mauvaise santé, on va avoir soit une valeur inférieure à 0,4, soit une valeur nulle. Et donc, pour Stylophora pistillata, on a observé 60% donc de colonies affectées, et ce qui ne s'est pas arrangé en 2017 non plus. Donc, on a eu une finalité de perte pour cette espèce-là. Et pour ce qui est de Porites, par contre, au début de 2016, on n'avait pas vraiment de perte, et ce qui s'est confirmé également l'année suivante. Donc, une espèce qui n'est pas très sensible aux variations. Et voilà, donc c'était pour souligner aussi le fait
de solliciter le plus de personnes possible, parce qu'on a eu beaucoup de participation par des personnes, par des plongeurs qui faisaient des plongées des plongées loisirs, etc., et qui nous ont signalé pas mal de blanchissement à des endroits précis, et ça a aidé pas mal pour faire la mise en place du protocole et pour faire une base de données assez solide. Car après ce projet Blanco il y a eu le projet post-Blanco. Donc les colonies sont toujours suivies de la même manière. Il y a toujours des transects qui sont effectués, moins souvent parce qu'on a des données de température qui nous montrent qu'il n'y a pas forcément de risque pour le moment. Et voilà. Merci beaucoup.